Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Suzanne Privat, bonsoir à tous. Donc nous sommes réunis à la Maison de la Poésie et en direct en ligne derrière vos écrans, sur vos écrans, pour parler ensemble de la famille. Le livre que vous venez de publier aux éditions des Avrils et qui est une enquête fascinante sur une communauté parisienne qui vit dans un monde clos de 8 familles. Clos ou plus ou moins clos, on va en reparler, depuis maintenant 150 ans. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que vous en avez tiré une enquête passionnante, à la fois documentaire et aussi un itinéraire personnel littéraire qui vaut à la fois pour ce que vous nous faites découvrir et aussi pour son écriture. Et donc on va parler de cette communauté étrange, tout à fait fascinante, de gens qui croient que les liens du sang sont autant de liens à Dieu. Et on va aussi essayer de comprendre comment ce livre s'est écrit et les pistes que vous avez suivies à travers l'enquête que vous avez menée. Je précise donc que votre livre est publié aux éditions des Avrils, qui est une très jeune maison d'édition puisque elle est née il y a quelques mois. C'est le 6e livre de cette maison d'édition créée par Sandrine Thévenet et Lola Nicole. Et je crois que c'est aussi votre premier livre. Donc il y a exact. Plusieurs naissances en même temps. Comme pour tout livre, justement, ma première question va être celle de la naissance de cette curiosité. Comment ça naît, comment se fait-il que vous vous trouvez à passer, je crois, 1 an et demi à enquêter sur cette communauté qui s'appelle donc La Famille. On pourra reparler évidemment de ce nom très particulier. Comment donc cette obsession se construit-elle? D'où ça naît? Elle s'est construite dans le temps, en fait, parce que ça a commencé sur des photos de classe. La photo de classe de mes enfants, quand ma fille est rentrée en 6e, je pense. Puis, il y avait des photos de cousins sur les photos de classe. Elle me disait, lui, il est cousin avec lui, il porte même le même prénom. Puis l'année d'après, il y a eu d'autres cousins qui portaient d'autres noms, et encore des cousins, encore des cousins. Je me dis, mais ils sont tous cousins dans ton collège, qu'est-ce qui se passe là? Puis, mon fils, à son tour, est rentré au collège, et là, j'ai eu d'autres cousins. Et là, je me suis dit, mais il ressemble un peu quand même au précédent. Il se passe quelque chose. Et un jour de désœuvrement, j'étais dans la rue de Montreuil, juste à côté de chez moi, et j'ai rentré, je ne sais pas pourquoi, deux noms des familles que mon fils m'avait présentées. Et là, j'ai trouvé un acte de naissance qui datait de 1849, et exactement à l'endroit où j'étais située. Donc il y a eu un espèce d'effet d'espace-temps. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose, je suis en 1849 au même endroit, il y a déjà quelqu'un qui porte ce nom-là, qui est né là. Donc il y avait une espèce d'immobilité qui m'a un peu saisie. Et puis j'ai commencé à chercher, parce que c'est ma passion. Donc on me donne un grain à moudre, j'y vais. J'aurais pu préciser que vous êtes journaliste scientifique. Ah oui, c'est mon métier, oui. Donc cette curiosité se nourrit à d'autres sujets. N'importe quel sujet fait ventre, donc tout va bien. Celui-là, il était joli, il avait un côté de poésie, ce côté que ce soit chez moi et il y a 150 ans, ça me semblait assez beau. Et puis j'ai cherché, et puis très vite j'ai trouvé des choses, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ordinaire chez ces enfants. J'ai interrogé un peu mes enfants qui m'ont dit non, ce sont juste des copains sympas. Alors ils sont un peu taiseux, on les voit pas beaucoup, on les fréquente pas en dehors de l'école, mais ils sont comme tout le monde. Et puis j'en ai parlé avec des amis du quartier, parce que je fréquente un café tous les matins où il se retrouve beaucoup de parents d'élèves, et chacun avait quelque chose à dire sur eux. Tout le monde me disait, ah oui, on les connaît, ils sont un peu étranges quand même, on dirait des mormons ou des témoins de Jéhovah ou des Amish ou peut-être même des juifs orthodoxes, on ne sait pas bien. Et moi, ça ne correspondait pas au portrait que m'ont dessiné mes enfants, donc j'étais un peu intriguée. Et puis j'ai cherché, puis un jour je suis tombée sur un reportage de France Culture sur une tentative de kibbutz qui a existé, qui avait été montée dans les années 60, dans le fin fond de l'Hérault. Et là, j'ai écouté et j'ai retrouvé les mêmes noms. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que là, quand on parlait de kibbutz, ça a appuyé sur un bouton qui était assez déclencheur chez moi. Et je crois que c'est là que l'obsession est née, en fait. Alors c'est très étonnant parce que quand on lit votre livre, on le lit à la mesure aussi où vous faites ces découvertes.
où vous cliquez vous allumez la radio pour écouter cette émission. Et évidemment, on suit aussi les étapes du saisissement et donc on rentre aussi dans la curiosité de cette famille qui pour le moment reste assez floue au moment où le livre démarre. Et donc ce moment de Pardaillan, évidemment, produit un arrêt important. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que ce kibbutz de Pardaillan? Il y a à la fois, donc, si j'ai bien compris, une émission de radio et une émission de télé, Oui. 5 colonnes à la Il y une. avait en fait, au moment où le kibbutz a été créé, c'était en 1960, c'était le premier kibbutz français, même si c'était pas un kibbutz au sens propre, parce qu'en fait les gens n'étaient pas juifs. Mais du coup, ça a attiré pas mal de presse, d'autant plus que c'était le début des mouvements communautaires. Et que la presse était assez friande de ce genre de sujet. Donc il y a eu pas mal de presse et des gens qui ont été assez favorablement étonnés par ces gens très courageux qui venaient s'installer dans un Hérault sec, aride, très chaud l'hiver, très chaud l'été, très froid l'hiver, battu par les vents où rien ne pousse. Donc ils se sont demandé pourquoi ces Parisiens, qui en plus n'avaient pas l'air taillés pour la campagne, débarquaient là à essayer de faire pousser des cailloux. Donc ils étaient assez admiratifs et ils ne comprenaient pas non plus cette espèce de syncrétisme religieux bizarre entre quelque chose qui avait l'air quand même assez chrétien et d'autre part des croix de David qui étaient quand même des étoiles de David qui étaient assez évidentes. Donc c'était un peu fascinant. Il y a eu, je crois, 4 ou 5 articles dans Le Monde à cette époque-là, plus un film qui avait été tourné par Daniel Gerson, qui était un journaliste juif, qui était venu tourner un film de 12 de minutes et qui avait été visiblement fasciné par ce qu'il avait découvert. Et ce Daniel Gerson, on le retrouve dans un reportage qui a été fait sur France Culture en 2012, qui revenait sur cette dissidence chrétienne et sur ce kibbutz de Pardaillan. Et pour la petite histoire, le kibbutz avait assez mal fini parce qu'ils sont restés, ils pensaient s'installer définitivement et faire revivre ce village abandonné de Pardaillan, qui avait été laminé par la guerre. Il ne restait plus grand-chose. Au bout d'un an, le personnage central de ce kibbutz a été évincé et tout a mal tourné. Enfin, toutes les tentatives d'agronomie ont foiré et ils ont fini par partir la queue entre les jambes et retourner à Paris comme honteux. Ils ont eu du mal à retrouver leur place dans la communauté. Mais moi, ce qui m'avait étonnée, c'était que tous ces gens, quand j'entendais parler dans le reportage de France Culture, étaient manifestement très proches les uns des autres, portaient les noms que je connaissais, et exerçaient tous le même type de profession. C'était que des professions ouvrières, assez nobles. Pour la plupart, c'était des gens qui travaillaient dans le métal, dans la couture chez les femmes, à la SNCF, dans l'aviation. C'était plutôt des gens de la profession ouvrière plutôt chevronnée. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'ils y croyaient, mais dans le reportage de l'INA, il y avait une espèce de retenue, quelque chose d'un peu lugubre, en fait, qui me surprenait. Les femmes étaient très effacées. Elles étaient habillées comme on pouvait imaginer qu'on est habillé dans un kibbutz, c'est-à-dire qu'elles portaient un voile sur la tête. Et il y avait des pratiques aussi qui étaient étonnantes. Les enfants étaient séparés de leurs parents, par exemple. Et il y avait une volonté d'un collectif très, très fort qui me semblait plus ou moins sectaire. Et j'avoue que le reportage de l'INA m'avait un peu glacée. Oui, alors c'est très étonnant parce que j'ai lu votre livre d'une façon dont on lit assez peu les livres, c'est-à-dire que je le lisais et je faisais des pauses pour aller moi-même consulter les documents qu'on peut consulter. C'est-à-dire que j'ai écouté l'émission de radio, puis j'ai regardé le... Oui, parce que j'ai mis toutes les notes en fin de... Donc voilà, on a toutes les sources sont disponibles. Et c'est vrai que ces images de Pardaillan sont à la fois fascinantes et glaçantes, comme vous le disiez, parce qu'on sent quelque chose de l'ordre d'une forme de fiction. Y compris dans la prise de parole. Ils n'y croient pas eux-mêmes, en fait, voilà, je pense. Ils tentent de se convaincre de quelque chose qui lance et qui n'existe pas vraiment, une forme d'utopie. C'est ça, ça ressemble un peu à une utopie en carton, hein, quand on y voit. Même nous, on n'y croit pas, parce que quand on voit les tracteurs rutilants au début, tout a l'air très, très bien répété, très huilé, et pour autant, ça ne fait pas vrai.
Tout a l'air très répété, même les entrées des personnages dans le film de Lina. Il y a quelque chose qui sonne faux dans toutes leurs attitudes. Et les rares moments de sincérité sont les moments qui font les plus peur. Et à un moment, il y a un jeune homme qui dit, le journaliste va voir trois grands adolescents qui sont auprès d'une cheminée, et il leur demande, mais ça ne vous dérange pas de partager une chambre, parce que vous êtes dans la même chambre? Et les autres me disent, mais non, on n'est jamais seul, c'est pas bon d'être seul, ça laisse penser. Faut pas penser. Et cette phrase-là, elle m'a terrifiée sur le moment. Donc ce sont des phrases que vous notez déjà Dès que j'ai vu le reportage, j'ai vu les premières images, j'ai pris un carnet de notes, j'ai pris un stylo et j'ai presque tout noté en fait. Bon, il fait 11 minutes, c'est pas un exploit, mais toutes les phrases me semblaient sonner étrangement. Donc il y a une intuition déjà que quelque chose. Il y a une intuition que quelque chose sonne faux. Et après avoir visionné ce reportage, j'ai écouté l'émission de France Culture qui m'avait mené à ce reportage que j'avais laissé de côté dans un premier temps parce que je suis très attirée par les images. En fait, je vois une image, je clique systématiquement dessus. Donc j'ai fini par écouter l'émission de France Culture qui retraçait cette fascination pour le kibbutz, qui a essayé d'en retracer l'histoire et de le placer dans un contexte historique qui n'était pas du tout apparent dans le film. En fait, là, avec l'émission de France Culture, j'apprends des mots comme flagellant de Saint-Médard. J'apprends aussi que le lien avec les habitants de Pardaillan était très ténu, voire presque hostile. J'apprends qu'ils se tenaient à l'écart de la ville. Et donc j'entends des choses, et puis j'apprends aussi à la fin du reportage que personne n'a réussi à avoir des témoins d'aujourd'hui, et que les portes sont closes, que les journalistes ont essayé de leur parler, de gens qui descendraient des gens qui ont été à Pardaillan, et n'ont pas réussi. Donc ça, je me dis, tiens, c'est étonnant. Alors on va continuer à faire l'aller-retour un peu entre cette enquête et la façon dont elle s'écrit, puisque vous dites au début du livre, vous commentez un peu justement la façon dont ça s'écrit, vous dites « je pourrais appeler ça une enquête, mais alors sans procédure ni procès ». Regardez plutôt du côté des recherches d'Hérodote, cette vision de l'histoire d'avant l'histoire. Quand on pouvait écrire « je me propose de préserver de l'oubli les actions des hommes » et que c'était encore formidablement nouveau. Satisfaire mon goût des archives, raconter à ma manière, questionner sans juger, tâtonner, creuser profond pour le plaisir de l'attente, l'ivresse de l'humus, m'égarer dans les plis du passé, laisser parfois simplement traîner le regard en déambulant. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette forme de méthode quand même qui se met en place en tâtonnant? Est-ce qu'on peut réellement appeler ça une méthode? Néanmoins, je pense que c'est la démonstration de la non-méthode en fait. Qui a son efficacité. Alors tant mieux. puisque le livre parce que le livre en témoigne. fait des pages au final. Mais j'ai pas d'esprit extrêmement méthodique en fait. Je me suis laissée porter par une histoire qui m'attirait. Et puis je me suis laissée aller à ce que j'aime faire, c'est-à-dire marcher, regarder, prendre du temps, regarder les détails, imaginer. J'ai une tendance à m'échapper très vite dans la fiction. Rien peut me faire m'envoler. Et surtout, j'aime beaucoup les archives. Donc, les archives me parlent, elles me racontent tout un tas de trucs. Moi, j'ai une passion pour Arlette Farge. Et là, j'avoue que je l'ai laissé s'exprimer. Et je me suis juste laissée entraîner. En fait, comme je le dis, j'ai déambulé. J'ai déambulé dans cette histoire. Et je me suis dit pour la raconter que c'était la seule manière d'être à peu près honnête, parce que n'ayant pas de méthode, je n'allais pas en inventer une pour le récit. Donc j'allais juste proposer quelque chose qui était à hauteur de mon propre regard et imaginer qu'un lecteur pourrait vouloir me suivre, même si le chemin était tortueux, même si on ne voyait pas franchement où je voulais en aller. Et c'est pour ça que je me suis laissée aller. Alors vous citez ici un grand ancêtre qui est Hérodote. Est-ce qu'il y avait... Parce que quand on vous lit, on pense aussi à des auteurs plus proches, par exemple de ce que les Américains font avec ce qu'ils appellent, je crois, la narrative non-fiction. Oui. Donc Tom Wolfe, Thompson, tout ça. Et qu'en France, dont les héritiers en France seraient des auteurs comme Philippe Génada ou Florence Aubenas. Est-ce que vous avez déjà en tête, est-ce que c'est des lectures que vous faites? Ce sont des lectures que j'affectionne particulièrement, et évidemment. Tous les auteurs que vous venez de citer, sans souci. Je pense aussi, j'ai eu assez rapidement une référence en tête, mais qui est
inaccessible, qui est Les enfants du Nocturne Saint-Maur, non pas le film, mais l'adaptation qui ne porte pas tout à fait ce nom-là, qui en fait n'est pas l'adaptation du reportage, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, où l'auteur raconte l'autobiographie de l'immeuble, depuis la commune jusqu'à aujourd'hui, en passant par les enfants qui ont été déportés. Et ce côté obsessionnel, ce côté de décortiquer une toute petite histoire pour raconter une très vaste histoire, me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup la non-fiction, mais j'aime beaucoup aussi les moments où elle s'égare un petit peu, où il y a un pas de côté. Parce que je ne sais pas faire autre chose, non aussi. Donc ce livre est tout un tas de petits pas de côté sur un chemin qui n'est pas droit. Parce que l'archive est nécessairement, est forcément lacunaire, et du coup elle vous oblige aussi à aller chercher toujours ailleurs, à déplier d'autres facettes de cet objet pour le moment qui est étrange, qui est quelques noms de famille. L'archive est extrêmement frustrante en fait, parce qu'elle ne dit pas grand-chose. C'est quelques dates, en plus avec des trous monumentaux parce que les archives parisiennes n'ont pas été bien conservées. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de remonter tout l'arbre généalogique, mais il y a une période extrêmement frustrante entre le début du 19e siècle et 1860 où il n'y a rien, il y a juste des dates toutes sèches. Et donc, ça racontait pas grand-chose, beaucoup moins que j'aurais voulu. Donc, je me suis dit, je vais reconstituer le tissu de cette famille par mes propres moyens, que ce soit en marchant, que ce soit en lisant, en regardant des cartes postales d'époque, des images d'époque, qu'en allant voir moi-même, et parfois en imaginant. Alors, est-ce qu'on peut justement remonter à ce que vous avez quand même découvert comme origine possible de cette communauté? Je vais montrer le... Alors, au départ, on m'avait parlé, dans le reportage de France Culture, il y avait un vieux monsieur de Pardaillan qui parlait des flagellants de Sam Médard. Donc je suis partie sur cette notion-là. Je me suis dit Sam Médard, ah ouais, ok. Sam Médard, ça me disait pas grand-chose. Et puis un jour, par hasard, je prenais un café avec un architecte que j'interviewais pour un article dans un café qui s'appelait Café Saint-Médard et qui était à côté d'une église Saint-Médard. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose, et donc je vais aller voir. Et là, il y avait un grand panneau qui expliquait, en fait, non pas les flagellants de Saint-Médard, mais les convulsionnaires de Saint-Médard. En fait, ce n'étaient pas des gens qui se flagellaient, mais des gens qui convulsaient. Et j'ai donc découvert que c'était un courant du jansénisme, du XVIIe siècle. Et là, le courant, c'était un courant plus tardif qui a commencé en 1730, avec des gens qui révoltaient par la papauté et par le sens du décorum de la papauté, voulaient un christianisme plus humble, tourné vers la grâce, très augustinien. Et ce panneau racontait le jansénisme convulsionnaire, qui avait pris naissance dans le cloître de Saint-Médard et sur la tombe d'un diacre qui s'appelait Paris, où les gens de la bonne société parisienne venaient au départ se recueillir et ensuite appeler au miracle, comme c'était de coutume encore au XVIIIe siècle, par le procédé de transe et de convulsion, qui pouvait aller jusqu'à l'automutilation, parce qu'on n'était pas avare en démonstration. Et donc, j'en ai déduit que ça venait de là, mais il me manquait une étape, et l'étape, elle est venue par la lecture d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Chantin, qui a écrit un livre sur le jansénisme dans le Forez, et qui parlait de ce monsieur-là qu'on voit au milieu, qui s'appelle François Bonjour, qui était un prêtre convulsionnaire qui se trouvait à Farins, dans la Dombe, qui avait des pratiques religieuses assez étonnantes, parce qu'il avait donc la convulsion très revendicatrice et très flamboyante, et un rapport à la femme qui était assez particulier, parce qu'il avait toute une cohorte la bonne société de Farins l'adulait, donc il avait tout un petit cénacle de femmes qu'il entretenait régulièrement, et qu'il a commencé à crucifier dans son église. Donc forcément, ça n'a pas plu au clergé. Ce monsieur Bonjour et son frère se sont fait renvoyer de leur chair. Ils se sont fait pourchasser, ils ont été en prison, ils ont été exilés, et ils se sont retrouvés, après une longue déambulation, ils se sont retrouvés à Paris.
Mais à Paris, ils ont reconstitué une petite communauté autour d'eux. Et c'est de là dont viennent les gens de Pardaillan et dont vient la famille actuelle. En fait, ce François Bonjour a eu la bonne idée d'avoir un enfant avec sa femme et sa servante. Il a eu 2 enfants coup sur coup en arrivant à Paris. Et il a décidé que le plus jeune des 2 serait le prophète Élie. Et autour de ce jeune prophète Élie s'est agrégée une petite communauté de croyants persuadés qu'il s'agissait là du prophète Élie et qu'il allait aider à la fin des temps cette petite communauté à devenir l'élu de Dieu. Donc c'est un courant qui est relativement millénariste, qui était déjà très millénariste à l'époque et qui l'est toujours en fait. La fin des temps est toujours attendue comme un moment où le peuple élu pourra monter à la droite de Dieu pour régner sur terre, à condition d'avoir un comportement irréprochable. Donc cette histoire des convulsionnaires, elle est écrite en partie. Elle est écrite en partie. Il y a une archive folle, parce que tous les membres de cette famille, les membres fondateurs, étaient des gens qui étaient lettrés, qui ont tenu des archives. Et la famille conserve pieusement toutes les archives. Et donc on sait ce qui s'est passé. Il y a une narration, il y a une histoire de la famille que j'ai pu lire, qui est un peu obscure parce que les noms sont plus ou moins voilés. Et en plus, on donnait des surnoms à l'époque, des noms d'œuvres. L'œuvre, c'est le jansénisme. On donnait toute personne avait un nom d'œuvre, donc il faut avoir c'est un peu crypté, mais on arrive à retisser l'histoire. Donc on peut en déduire que ce groupe-là est devenu la famille aujourd'hui. Au début, c'était 2 familles. C'était juste 2 familles. Une famille de vignerons qui venait d'Épinay-sur-Seine et une famille plus riche, qui était une famille d'épiciers, mais d'origine dont la femme était d'origine de noblesse de robe, qui étaient, eux, parisiens. Donc c'est une alliance de 2 familles avec là déjà une sorte d'histoire miraculeuse qui s'écrit. Il y a une histoire assez mignonne au départ. En fait, les 2 familles qui étaient donc de milieux sociaux très différents ont décidé d'allier leur cause pour servir le jansénisme et l'œuvre. Et donc le meilleur moyen de s'allier, c'est de permettre à ces enfants de s'épouser entre eux. Donc ils ont eu cette judiciosité d'aller dans un café un jour pour sceller sans doute l'union. Et puis un miracle s'est produit. Au moment où ils allaient payer, chacun met sa pièce et une 3e pièce apparaît. Et là, c'était l'œuvre de Dieu forcément, ou du Saint-Esprit, ou du prophète Élie, ou de qui que ce soit. Mais il y avait une intervention divine et à ce moment-là, la famille a été, ces deux familles ont été persuadées d'avoir la grâce. C'était le moment, c'était le lancement propre de la famille. Leurs enfants se sont unis, 3 des garçons et 3 des filles. Et à partir de là, d'autres familles ont commencé à s'agréger sur une trentaine d'années. Au bout de 30 ans, les 8 familles étaient là. Donc vous l'avez dit, il y a une inscription parisienne, puisque le point de départ même, c'est cette coïncidence entre le lieu où vous habitez et l'acte de naissance d'un des membres de cette famille, oui. d'un des noms en tout cas. Vous consacrez un chapitre, je crois, très important justement, à parcourir ce quartier, une déambulation dans Paris, oui. Qui est une façon aussi de retraverser les lieux marquants de cette communauté, qui sont des lieux dont il reste peu de choses, dont il reste en tout cas peu de traces aussi des gens, puisque c'est des lieux marqués par des familles très nombreuses, avec beaucoup de oui. morts, des personnes qui disparaissent et dont les traces sont très minimes, parce que ce sont des gens, comme vous le disiez, qui sont d'un statut social assez bas ou moyen. Oui. Racontez-nous un peu la façon dont le livre, et je crois que c'est ce qui fait aussi son grand intérêt, est une façon de retraverser votre quartier et de réfléchir à l'épaisseur aussi historique d'un quartier qui a disparu à nos yeux d'aujourd'hui. Alors en fait, quand on parle de quartier, c'est beaucoup dire, parce qu'il s'agit en fait d'une rue. Oui. Quasiment tout se passe dans la rue de Montreuil. C'est l'axe majuscule de la famille. La petite histoire étant que le prophète Élie, que j'évoquais tout à l'heure, a donné son manteau à un petit enfant, un enfant Thibou, en lui disant « Attendez-moi là, je reviendrai ». Et ils attendent toujours. Donc la famille est toujours ancrée dans le quartier de la rue de Montreuil, dans l'attente du retour du prophète Élie. Et ce quartier-là,
a vu passer toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, qui se sont succédés parfois dans les mêmes immeubles. Certains immeubles ont compté jusqu'à 15-16 familles sous le même toit. Et j'ai essayé, en me promenant, j'ai essayé de voir les traces, même s'il n'y en a plus pour la plupart. Certains des immeubles ont même été détruits. Mais je trouvais intéressant, poétique, je ne sais pas quoi, je trouvais important de mettre mes pas dans les leurs. Parce que je n'avais pas d'autre moyen de les connaître, en fait, parce que les archives ne disaient pas grand-chose, sauf des histoires très courtes, très tristes pour la plupart. Et donc, je suis partie à leur rencontre, juste pour respirer le même air et pousser les portes. Et alors, qu'est-ce que ça vous donne comme indication? Alors, ce qui est évidemment étonnant, c'est cette stabilité. Ce que je vois, c'est un Paris faubourien. Vraiment, la rue de Montreuil, il faut voir que c'est dans le prolongement de la rue du Faubourg Saint-Antoine, donc qui était le quartier de l'ameublement. Mais c'était là où logeaient les ouvriers les plus pauvres, les ouvriers qui étaient tous des ouvriers du meuble, qui travaillaient le bois, le métal, le cuir et le cuivre. Et tous habitaient le long de la rue de Montreuil. Et j'ai vu, en regardant les cartes postales à ce moment-là, et même les photos du début du 19e siècle, puis les cartes postales à la fin du 19e siècle, on voit que c'était un lieu très noir, qui était vraiment très pauvre, où les bâtis étaient déjà très délabrés, et où vraiment ça grouillait de vie. Les espérances de vie moyennes du 11e arrondissement à la fin du 19e siècle étaient 38 ans. Donc c'était un quartier vraiment, vraiment très pauvre. Le choléra est passé par là, ça a fait des ravages. Et je voulais aussi un peu rendre hommage à ce Paris-là qui ne figure nulle part, et qui avait toute une poétique du langage aussi qui était assez jolie. Et j'ai eu la chance de retrouver pas mal de vies qui racontaient chacune quelque chose, en fait. Et donc ce qui est toujours étonnant dans le livre, c'est la durée de tout ça, puisque les membres aujourd'hui de cette communauté vivent encore il y a en partie rue de Montreuil. Formidable immobilisme. Il y a certains immeubles qui sont encore habités. Les premières traces d'habitation qu'on a remontent à 1822, et certains 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, sont encore habités par des gens de la famille. Donc il y a un remarquable immobilisme dans la famille, même si depuis 40 ans, ça a tendance à s'étaler vers l'Est, les loyers passant par là. L'augmentation du foncier aussi fait que les gens ne peuvent plus habiter dans la rue de Montreuil. Et donc les gens sont repoussés vers l'Est et vers le 20e. Mais il y a encore... Voilà, la famille s'inscrit dans le 11e, le 12e et le 20e arrondissement, toujours. Alors, on parlera un peu plus tard de ce qui provoque aussi un immobilisme génétique, on pourrait dire, oui. Puisque à la fin du 19e, la famille décide de limiter le nombre de limiter les mariages au sein de 8 familles. Mais je voudrais d'abord qu'on parle d'une rencontre qui, je crois, est décisive dans l'avancée de cette enquête, qui est celle d'Antoine. Celui que vous nommez Antoine. Oui. Dites-nous. Alors pour ça, il faut que je remonte un petit peu en arrière. En fait, quand j'évoquais tout à l'heure le reportage de France Culture, il y avait un deuxième reportage de France Culture que j'ai ignoré dans un premier temps et qu'une amie m'a signalé. En fait, France Culture a fait un reportage 4 ans après, en trouvant... 4 ans après le reportage sur le kibbutz. 4 ans après sur le reportage sur le kibbutz, en 2016 ou 2017. Ils ont trouvé des témoins, mais non pas des témoins qui descendent de la famille, mais des témoins qui en étaient partis. Et donc, ils ont fait venir 2 femmes et 2 hommes qui racontent leur enfance parmi les descendants des gens du kibbutz. Et là, le ton confirme la glaciation ressentie dans le reportage de Lina. En fait, il parle d'enfance contrainte, d'endoctrinement, de liberté extrêmement limitée, de règles à suivre qui sont très strictes. Il y avait, dans ces témoignages, il y avait un homme en particulier dont le témoignage m'interpellait parce que je sentais une sorte de colère haletante dans sa voix.
Je l'ai cherché, j'ai compris assez vite que c'était un pseudonyme qu'il avait donné à l'antenne, mais j'ai trouvé une trace de son passage quelque part, enfin d'un passage de quelqu'un qui disait à peu près les mêmes choses sur Internet, et de fil en aiguille, je l'ai retrouvé. Et c'est au sortir d'un film sur une secte avec une amie que je me suis dit, je vais quand même voir si je ne le retrouve pas. Et le hasard a fait que le jour où j'ai trouvé sa page Facebook, il venait de mettre en ligne une autre page Facebook entièrement consacrée à la famille. Je l'ai trouvé ce jour-là. Si j'étais venue 2 jours plus tard, je ne l'aurais jamais trouvé parce qu'il avait cassé le lien. Donc il y a eu un hasard phénoménal. Et il avait mis sur cette page-là, il avait mis des archives, il avait mis quelques photos, et il avait porté son témoignage. Et je me suis dit, bon, on va l'appeler. Donc je l'ai contacté. J'ai contacté plusieurs personnes qui avaient témoigné sur la page en même temps. La page qui en fait avait été montée par 3-4 personnes, après je l'ai découvert plus tard. Et j'ai rencontré cet homme. J'ai été le voir en Seine-et-Marne. Et ce qu'il m'a dit était sidérant, parce que j'avais un témoignage de quelqu'un qui était parti de la famille, qui avait peiné à se reconstruire, mais qui avait une vision très lucide de son enfance, et qui décrivait quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'enfermement mental, et avec des séquelles psychologiques assez éprouvantes. Alors justement, comment, puisque jusqu'à présent, il y avait cette forme d'intuition sectaire, mais sans qu'on sache vraiment qualifier, comment est-ce que lui vous décrit la logique de cette emprise et de cette éducation? Alors lui, il emploie le mot de secte. Moi, je m'en garde bien, mais lui, il n'a pas du tout de puteur de gazelle sur ce sujet-là. Il décrit un troupeau sans berger, une religion qui est totalement distribuée dans la famille, qui est incarnée par les pères de famille, par le père de chaque famille. Il décrit un entre-soi absolu, où il y a d'un côté la famille et le monde extérieur, qu'on nommait autrefois la gentilité réprouvée, pour dire si on est bien considéré, mais maintenant qu'on appelle le monde, voire l'extérieur. Avec un M majuscule comme avec la un famille. M majuscule, comme la famille, et le monde, il ne faut pas le fréquenter, ou vraiment s'en tenir au strict nécessaire pour le matériel, pour le travail, et c'est tout. Donc c'est très étonnant parce que nous sommes un décor. Ces gens-là vivent à Paris. Ils grandissent, ils vont pour la majorité à l'école. Ils sont élevés à l'école de la République pour 80% d'entre eux, oui. On les éduque dans l'idée de refuser ou de s'éloigner d'un monde impur qui pourrait les... De se tenir à l'écart. On est vraiment... le reste du monde est considéré comme impropre à la rencontre, en fait. Ils veulent vraiment rien avoir à faire avec nous. L'idée étant pour eux de conserver leurs idéaux et de rester au plus près de la grâce pour mériter leur titre d'élu. Alors vous parliez des mots, le mot monde, le mot famille, c'est peut-être le moment justement de dire quelque chose, parce que c'est évidemment ce qui participe à la fascination que produit assez directement cette communauté, c'est son nom, la famille avec un F majuscule. La famille avec un F majuscule, qui est un nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, ouais. Et qu'on leur a donné, qu'ils ont finalement accepté. En fait, c'est la famille avec un F minuscule et la famille avec un F majuscule ne font qu'un. Et la famille et la religion ne font qu'un. Donc il y a une confusion absolue du moi à Dieu. En fait, le moi et la famille, c'est la même chose. La famille et Dieu, c'est la même chose. Le moi et Dieu, c'est pareil, du coup. Donc il y a vraiment une confusion des genres qui fait que les liens sont complètement indissociables. Ça veut dire que c'est une religion sans prêtre? Une religion sans clergé du tout. Sans clergé, sans chef, avec néanmoins un corpus de textes règles, et de règles. De prières, de textes historiques et de règles. Les règles dont toutes ne sont plus d'actualité, mais qui ont quand même été dictées à un moment ou à un autre. Et surtout avec un esprit de corps qui est étonnant. Il y a une très grande fierté d'appartenir à la famille.
même quand on en est parti. Parce que c'est tout. C'est tout le système référentiel, c'est la famille. Il n'y a pas d'autre horizon. Et c'est ça le problème pour les enfants. D'ailleurs, si on veut avoir le seul jugement que je peux me permettre d'avoir, c'est qu'il n'y a pas d'autre horizon. Enfin, les enfants grandissent avec des œillères, en fait, comme s'ils étaient dans un bocal. Et donc cet horizon fermé, il ne cherche pas non plus à... Enfin, il n'y a pas de prosélytisme. Ben, surtout pas. Il y a une sorte de satisfaction là, de faire partie d'un groupe clos. Surtout pas, oui. D'utiliser aussi un langage particulier, des codes. Sur ces règles dont vous disiez que certaines s'étaient perdues, quelles étaient... Enfin, qu'est-ce qu'on connaît de ces règles ? Il y avait des règles vestimentaires, notamment pour les femmes. Les femmes ne devaient pas porter évidemment de pantalon, mais ça, ces règles ont été édictées au XIXe siècle, donc c'était très logique, mais elles ne devaient pas porter de chapeau ni de bijoux. Elles ne devaient jamais couper leurs cheveux pour pouvoir s'endraper au moment de paraître au jugement dernier. Elles ne devaient pas travailler, elles ne devaient pas non plus aller à l'école. Personne ne devait danser. La danse était proscrite. Les hommes ne devaient être ni maîtres, ni contre-maîtres, ni patrons. Ils devaient s'abstenir de voter. Personne ne partait en vacances. On ne devait même pas dépasser le bois de Vincennes. C'était la limite du monde, de la famille. Je ne sais pas ce qui se passait à l'ouest, mais à l'est, c'était le bois de Vincennes. Et toute la vie était réglée. Le vendredi, on lit des livres sérieux, on lit des livres pieux, on récite les prières. Les mariages l'organisation des mariages est prévue de manière assez fine. Le calendrier des fêtes est défini. Il y a des temps de réjouissance qui ont été inventés par quelqu'un de très important qui s'appelle mon oncle Auguste, dont on parlera plus tard, qui a fait une sorte de calendrier de l'année avec les moments où on se réunira pour faire la fête. Et donc toute la vie est tracée. Toutes les règles de la vie ont été édictées, donc il n'y a plus qu'à s'y plier en fait. Oui, ce que vous décrivez, et ce que décrit aussi Antoine et les témoignages que vous avez, c'est une sorte de réduction du monde, et cette réduction, elle part aussi, c'est le moment d'en parler sans doute, de ce moment, donc à la fin du 19e. Est-ce que c'est ça ? C'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. À la fin du 19e, donc, où une décision est prise de maintenir la famille à l'état, à l'instant T. Voilà, à l'instant T. Alors, donc l'homme que vous voyez là à gauche, qui s'appelle Auguste Thibout, est toujours connu sous le nom de mon oncle Auguste. Et cet homme-là, qui avait une trajectoire un peu brouillonne, il exerçait plein de métiers, il avait vécu un peu partout, puis il s'est établi un jour à Villiers-sur-Marne. Lui, il est parti de Paris, c'est un des premiers à l'avoir fait, mais il a pris une décision fondamentale. Il a décidé qu'à ce moment-là, il y avait 8 familles dans la famille, qu'il n'y en aurait plus d'autres, qu'à partir de ce moment-là, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec les 8 familles. Et depuis 1892, il n'y a pas de nouveau nom qui se soit ajouté à la famille. Donc ça veut dire aussi que la consanguinité est absolue. Donc une endogamie absolue et une consanguinité absolue. Oui. Dans ces explications pour cette endogamie, ça rejoint une logique millénariste, si j'ai bien compris, oui. Puisque le moment où il n'y aura plus 8 familles, ça sera un signe de... Alors ça, oui, il y a tout un tas de légendes qui sont accrochées à cet oncle Auguste. J'ai entendu dire qu'au moment où il n'y aurait plus 8 familles, la fin des temps serait proche. Le moment où l'une des familles disparaîtrait, la fin des temps serait proche. Le moment où il descend lui d'une lignée dite des Augustins. Au moment où il n'y aurait plus d'Augustin mâle, la fin des temps serait proche. Bon, il y a tout un tas de légendes dont je ne connais pas ni l'origine ni l'importance encore qu'elles ont dans la famille, mais elles ont été formulées à un moment. Et surtout, cet homme a décidé de la fermeture avec le monde extérieur. C'est à partir de lui que le monde est devenu hostile, que le monde est devenu infréquentable. Donc là, la famille se referme encore plus. La famille s'est refermée. Là, la famille qui était déjà quelque chose d'assez endogamique, il y avait quand même des pratiques endogames très nettes, mais qui étaient sans doute plus importantes que dans le reste de la France à cette époque-là, mais qui étaient quand même, somme toute, relativement classiques. Et lui, il a décidé que non, de complètement clore
le modèle. C'était fini. À partir de lui, c'est un groupe de 8 familles. Et là, justement, cette question de la position par rapport à la modernité devient plus aiguë, puisqu'il y a un refus plus grand du rythme mondain, enfin du monde extérieur. Et en même temps, ce que vous décrivez, c'est des pratiques de fête, de solidarité, alors qui expliquent aussi l'interrogation ici, qui font que la famille est très vivante. C'est-à-dire que la famille est très vivante et le rapport à la modernité est très paradoxal, parce qu'ils vivent en apparence absolument comme vous et moi. Ce ne sont pas du tout des Amish. Les jeunes gens sont des jeunes gens totalement classiques. Ils ne sont pas austères ni dans leur tenue ni dans leur pratique. Ce sont même des gens qui sont extrêmement festifs. Mon oncle Auguste avait fait un calendrier des fêtes, ils s'y tiennent très très bien. Et les jeunes gens sont même plutôt plus fêtards que la moyenne. Il y a une sorte de penchant pour l'alcool qui est assez reconnu même dans la famille, ils le savent. Les grandes règles de vie de mon oncle Auguste, notamment sur l'école, ont quasiment disparu, sur les habitudes vestimentaires, là, se sont complètement éteintes. Mais la règle principale, qui est la règle d'endogamie, elle demeure. Et la règle de se tenir à l'écart du monde, elle demeure. Donc ils sont pleinement dans le monde, ils sont hyper connectés. Ils sont sur WhatsApp, sur Instagram et tout ce qu'on peut imaginer. Mais pour autant, ils ne nous fréquentent pas. On existe comme un décor. Ce que vous découvrez aussi au fil de cette enquête, c'est qu'évidemment cette endogamie a des conséquences, et notamment au bout de 130 ans, c'est forcé. C'est la seconde loi non, forcément, au bout de 150 ans, ça ne se passe pas très bien. Le patrimoine génétique s'étiole. Et certaines pathologies qui étaient dormantes prennent le dessus. Il y a notamment une maladie qui s'appelle le syndrome de Bloom, qui se caractérise par des gens de petite taille avec des fragilités osseuses, mais surtout une propension à développer des cancers juvéniles assez élevés. Et cette maladie qui crée en plus une sorte d'érythème solaire qui donne des joues rouges assez reconnaissables, est plus répandue dans la famille que dans n'importe quel groupe humain sur Terre. Et à tel point que certaines fratries sont touchées à 80%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la position que vous adoptez, on en parlait tout à l'heure, vous refusez à la fois le jugement et vous tentez aussi de vous approcher de ce que peut être la vie de jeunes qui sont aujourd'hui dans la famille, et notamment vous passez pour ça, et ça me semble très intéressant, et tenir vraiment le livre par un personnage que vous nommez Colombe, oui, et dont vous suivez les apparitions sur Internet, sur Instagram, oui, et la façon dont ces apparitions peuvent laisser entendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, à la fois dans sa vie familiale, avec un F majuscule et minuscule, et dans sa vie de jeune fille. Dites-nous un peu comment cette idée vous est venue, peut-être comme trame, comme fil aussi du livre, et comment ça a aussi aiguillé votre regard. Je pense que sans Colombe, ça aurait été difficile de faire quoi que ce soit, parce que je n'avais d'un côté que des gens qui étaient partis de la famille et qui avaient donc un jugement assez péremptoire sur ces pratiques, et l'autre côté des archives, qui n'étaient que des archives avec la pauvre chair qui va avec. Et donc j'avais besoin de vivants, j'avais besoin de choses contemporaines. J'allais pas aller interroger les amis de mes enfants, dont je savais pertinemment qu'ils ne me parleraient pas, puis en plus ça me semblait totalement irrespectueux. Alors j'ai été voir s'il y avait des choses sur les réseaux, parce que je me suis dit que personne n'échappait à la modernité, et j'ai bien fait, parce qu'effectivement, les jeunes gens de la famille sont très présents sur Instagram. Et je me suis naturellement attachée à des jeunes filles, parce que j'ai moi-même une fille de 18 ans, et ça me semblait être un moment charnière dans la vie d'un être humain, où on quitte plus ou moins l'enfance et on n'est pas encore tout à fait adulte. Et je voulais voir comment ça se passait quand on était de la famille, comment se gérait cette période-là, et comment, à un âge où on montre tout,
ou le soi, les autres, le net, tout ça, c'est un peu la même chose. Je voulais voir ce qu'on montrait de la famille. Et donc, pour la petite histoire, il n'y a pas une colombe, mais 6 colombes. Ce sont 6 jeunes filles qui ont exactement le même âge. J'ai juste été voir ce qu'elles publiaient et je me suis contentée dans le livre. Je me contente de raconter ce que je vois sans en tirer trop de conclusions. Et d'écouter ce qu'elles disent, parce qu'elles parlent et elles racontent des choses entre les images, en fait. Et j'ai trouvé pas mal de choses, oui. Je précise que ce qu'on voit là à l'écran, ce ne sont que des vraies images. La première est effectivement tirée d'Insta. Donc on voit très bien que la vêture modeste voulue par mon oncle Auguste est d'histoire ancienne. La seconde ne vient pas d'Insta, la famille a des pratiques sportives dans le calendrier des fêtes. Il y a beaucoup de rencontres sportives. Ils font notamment du raid. Et ça, c'était une course caritative auquel ils participaient. Et leur équipe s'appelait les Consanguins, ce que je trouve... ce qui implique une forme d'autodérision à l'échelle familiale. Oui. Et je me suis rendu compte en regardant les réseaux sociaux que cette forme d'autodérision était très répandue. Et que personne n'est réellement dupe de ce qui se passe. En fait, ils savent pertinemment que leur fonctionnement n'est pas classique, mais c'est le seul qu'ils connaissent. Donc forcément, et comme on leur a dit depuis toute leur enfance que le reste du monde était pas intéressant et pas fréquentable, mais ils restent avec le modèle qu'on leur a proposé depuis tout petit. Donc ils en connaissent, c'est le seul dont ils connaissent les codes. Donc ils s'en moquent, mais ils le reproduisent. Et là, le dernier, c'est une toute petite fille qui, quand elle va sur la plage, elle écrit la famille. Ouais. Elle n'écrit pas son prénom, elle écrit la famille. Et ça, la dissolution du soi dans la famille, c'était quelque chose qui m'a un peu frappée. Ce qui est intéressant, c'est que cette découverte un peu par le petit bout d'Instagram de ce que peut être la vie d'une jeune fille, vous la confrontez aussi au témoignage de votre fille, et qui joue un peu une sorte de rôle de contradicteur. De mini-critette, en tout cas. Voilà. Elle fait un peu ma conscience sur mon épaule, parce que je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là, en fait. Parce que c'est très bizarre d'aller regarder le compte Instagram d'inconnus. J'étais pas forcément moi-même à l'aise avec la démarche, et elle était carrément trouvé ça très, très bizarre. Donc elle me l'a dit. Et elle était aussi gênée que je fasse remarquer que voilà, il y avait un problème de consanguinité. Elle disait oui, mais c'est pas ton problème en fait. Et elle me disait oui, mais de toute manière, on est tous en train de reproduire un modèle, que tu le veuilles ou non, tu m'imposes un modèle. Je fais oui, c'est vrai, mais moi je vais pas te demander d'épouser ton cousin en fait, et je vais pas te demander d'arrêter de voir tes potes de classe voilà. Et elle en a pas disconvenu. Et du coup, j'ai continué à regarder ce qui se passait sur Instagram. Et il y avait toute une histoire. Du coup, il y avait un second arc narratif en dehors de l'histoire de la famille. Il y a aussi l'histoire de Colombe. Et j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a livré des moments de sa vie. Et où on découvre une vie qui est effectivement, sur le papier, bien plus proche de la nôtre qu'on ne pourrait imaginer au départ. Y compris dans les intérieurs, y compris dans les aspirations. Cette jeune fille aime la musique, cette jeune fille aime la danse, cette jeune fille a des pensées politiques. Elle aime la photo, elle aime la poésie, elle ressemble en tout point à n'importe quelle jeune fille. Elle ressemble en tout point à ma fille dans ses aspirations. Et pour autant, je fiche mon billet que dans 2 ans, elle sera mariée. Et on peut imaginer que tout de même, la modernité, malgré tout, finit par infiltrer... Elle infiltre la vie de la famille sur le plan matériel, mais pour l'heure, sur le plan spirituel, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, puisque les enfants continuent à ne pas voir leurs camarades à la sortie de l'école. Les enfants de la famille ne vont toujours pas en sortie scolaire. Enfin, en sortie, oui, mais pas en classe verte. S'ils peuvent aller à la cantine, c'est rarissime. Sinon, il faut qu'ils se dépêchent pour aller à l'école. Il faut qu'ils en sortent très vite. Et jamais ils n'iront à un anniversaire d'un de leurs copains. Ils savent très tôt que ce dont ils ont envie ne compte peu, finalement. On leur donne, même pour la profession qu'ils vont exercer, certains, on leur dit tu seras boucher.
ou tu seras boulanger, ou tu vas travailler dans le bâtiment comme tonton. Et ils le font. Et même s'ils pouvaient aspirer à faire autre chose dans leur prime enfance, à un moment, vers 12-13 ans, ils réalisent que non, en fait. Que oui, ils vont se marier avec un cousin et que oui, ils travailleront dans le bâtiment comme tonton. Et ils le disent, ils en sont conscients et ils n'ont pas le choix. Ça pose évidemment la question évidente de la liberté, mais aussi de cette emprise spirituelle qui est le plus dur à saisir, puisqu'il est le plus invisible, et qui me semble, ce que vous abordez à la fin du livre, de la façon dont ça fonctionne, ce rapport à la spiritualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'imagine dans le groupe, comment est-ce qu'aussi on s'imagine dans le rapport religieux. Vous donnez un extrait d'une prière qui dit « Ceci détruit en moi ce moi si contraire à moi-même ». Et je crois que... Alors vous pouvez aussi peut-être décrire ce qu'il y a sur cet écran, la lettre de mon père, peut-être le fonctionnement des textes. Et je crois que ça dit beaucoup de ce que vous venez de dire, de ce moment où les vies sont jugulées par des instances supérieures, non incarnées d'ailleurs. Et non incarnées, ce qui fait leur force en fait. Ce qui fait la force et le fait que si la famille existe encore aujourd'hui, c'est que rien n'est incarné. Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est la lettre à mon père, qui est une sorte de viatique que tous les enfants de la famille doivent garder sur eux. Il y a encore quelques décennies, ils devaient l'écrire à la main, très petit, avant leurs 10 ans. Et l'avoir toujours sur eux. Maintenant, et je pense que la lettre est photocopiée, mais ils l'ont toujours sur eux. Et c'est une lettre terrible qui impose à la personne qui l'a écrit de se prosterner devant la croix et d'implorer la miséricorde d'un Dieu qui est décrit comme assez colère. Et ce viatique-là, ils doivent le faire leur, en fait. Et la plupart des prières sont très doloristes. C'est un Dieu vengeur qui n'est pas... que la plupart des religions trouveraient un peu brutal, mais qu'ils adorent. Et je n'ai oublié la question. La deuxième question, c'est sur cette phrase qui s'affiche ici, « Détruit en moi ce moi si contraire à moi-même », qui là dit presque tout de cette violence face à l'individu et face au destin individuel. L'individu n'a que peu d'importance, en fait. L'individu n'est qu'un véhicule vers Dieu. Donc l'individu, la famille, Dieu, tout ça, c'est la même chose. Donc le moi est réduit à sa plus simple expression, en principe. La théorie voudrait que ce soit ça. En fait, je pense que beaucoup de gens sont déchirés entre un moi qui survit et un nous qu'on voudrait leur imposer. Donc il y a quand même tout un tas de gens qui sont désarçonnés par cette contrainte. D'autant plus que la modernité arrivant à grands pas, étant éminemment facile à attraper par le biais d'Internet, il y a de moins en moins de gens croyants, y compris dans la famille. Et qu'est-ce qui les tient à l'intérieur de la famille quand il n'y a plus de spirituel? Je ne sais pas. Donc je pense que on arrive à un moment très charnière où cette dissolution du moi va peut-être s'éteindre. D'autant plus que les ravages de la consanguinité sont quand même bien intégrés. Je commence à recevoir des témoignages de gens, même dans la famille, qui tous regrettent la consanguinité, mais ils n'ont pas d'autre option, en fait, puisqu'il faut rester entre soi et qu'il faut trouver l'amour pour proroger le modèle. Donc, il reste entre eux. Puisque cette endogamie implique des mariages très, très tôt pour s'assurer d'avoir ça implique des mariages vers 20 ans pour la plupart d'entre eux. Des unions qui seront fécondes parce que les femmes font des enfants. La contraception n'est pas bien vue, l'avortement on n'en parle même pas. Et donc elles seront fécondes et pour certaines très fécondes, avec parfois jusqu'à 14, 15, 16, 17 enfants, y compris aujourd'hui. Et donc déjà le statut de la femme est quelque chose d'assez particulier dans la famille. C'est
C'est peut-être le volet le plus archaïque qui demeure, c'est que forcément quand on a... Ce qu'on voit d'ailleurs dès le documentaire par Dayan. Oui, dans le documentaire, on a l'impression d'être au 19e siècle en voyant les femmes, et pas du tout les hommes, c'est assez bizarre. Maintenant, c'est plus du tout le cas, parce qu'elles sont, comme vous l'avez vu, elles sont plutôt en mini-short qu'en robe longue et avec un voile sur la tête, mais pour autant, elles ont surtout un statut reproducteur et de donner d'éducatrices au modèle familial, en fait. Donc elles sont avant tout les gardiennes des enfants. Et j'ai encore oublié. Et peut-être qu'on peut commenter cette image à droite cette fois-ci, parce que cette image à droite, dit aussi oui, beaucoup. cette image dit, c'est une image du cimetière de Thiais. C'est donc des tombes sans, ce sont des tombes, sans inscription. C'est le champ commun de Thiais. C'est pas de la fosse commune. Ce sont des tombes individuelles, mais qui sont sans inscription. Qui sont les tombes des pauvres de la commune et des environs, et aussi des tombes de la famille. Parce que depuis je ne sais pas quand, d'ailleurs je pense depuis mon oncle Auguste, la famille, dans un désir d'humilité, ne fait pas enterrer ses morts dans des tombes traditionnelles. Pendant très longtemps, ça a été la fosse commune, et c'est plus le cas. Mais ces tombes-là, toutes blanches, sont les dernières demeures des gens de la famille. Et la mort est un moment très particulier dans la vie de la famille, parce qu'elle est entourée de tout un décorum assez précis. On veille le mort pendant 3 jours. Le mort est enterré au 3e jour. Mais quand je dis on veille, c'est toute la famille. Quand une personne vient à décéder, toute la famille vient le visiter, les enfants y compris. On vient le voir, on vient embrasser le mort. Et c'est quand toute la famille est passée que le mort est porté en bière. Et il n'est porté en bière que par les hommes. Il n'y a que les hommes qui se retrouvent ce jour-là, habillés sur leur 31, qui se réunissent tous au cimetière de Thiais. Et pendant ce temps-là, les femmes sont à la maison en train de prier pour l'âme du défunt. Et ça, c'est un rapport à la mort qui est très particulier, sachant que la famille est une grande famille. Ils sont environ 3000. Donc il y a des gens qui meurent. Et puis ils sont tous cousins. Ils sont tous cousins. Donc il y a des gens qui meurent. Il y a plusieurs décès par an. L'année dernière, il y en a une dizaine, je crois. Donc ça veut dire que ces 10 fois, tous les enfants de la famille ont vu des cadavres, ont embrassé des cadavres. Donc j'ai reçu aussi un témoignage de quelqu'un qui me disait quand on arrive à l'âge de la majorité, on a vu plus de morts qu'un soldat en exercice. Et ça doit être quelque chose qui doit participer à une structure mentale un peu particulière, je pense, et un rapport à la mort qui est différent, d'autant plus que la mort est acceptée parce qu'elle fait partie d'un destin qui nous est dicté d'avance. La grâce augustinienne fait que tout est prédéterminé, tout est écrit. Donc on ne fait qu'accomplir un destin qui a déjà été pensé pour nous. Donc la mort est acceptée, et je pense que cette acceptation de la mort doit participer à un état d'esprit différent. Alors je ne sais pas si je l'ai dit au tout début de la rencontre, mais c'est le premier livre qui paraît sur cette communauté, oui, qui était jusque-là secrète. Non, c'est pas vrai en fait. Il y a un autre livre qui est paru en 1992, mais qui est un livre qui n'a pas été perçu à l'époque comme étant un livre sur la famille. Ça a été écrit par un homme de la famille. Le livre s'appelle Après le déluge. Il est signé d'un monsieur qui s'appelle François Lioris, paru chez Gallimard en 1992. Mais c'est une diatribe contre la famille, complètement cryptée. Quelqu'un qui avait quitté la famille. Quelqu'un qui avait quitté la famille, mais quelqu'un qui avait une trentaine d'années à l'époque, et qui décrit plutôt la période de mon oncle Auguste et jusqu'à Vincent Thibault, qui était l'homme qui a emmené tout le monde à part Dayan. Mais c'est une galaxie de personnages, et quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'à l'époque, personne n'a pu lire entre les lignes. Personne ne connaissait l'existence de la famille, c'était avant l'apparition du reportage de France Culture. Donc il décrit, lui, dans un langage très imagé, un monde de consanguins, sur le coup, complètement dégénérés. Donc il porte une charge très lourde sur la famille. Je pense qu'il avait beaucoup de choses à leur reprocher. Le trait est très forcé. Mais donc c'était le seul livre qui soit paru, qui est encore disponible d'ailleurs, et le mien est donc le second.
De fait. Donc on peut imaginer, puisque ce que vous dites aussi d'un certain nombre des membres qui n'ont plus de foi ou qui sont inscrits dans une répétition dont ils n'ont pas la maîtrise, qu'un certain nombre des membres de la famille, s'ils lisent le livre, vont en apprendre plus que ce qu'ils peuvent connaître eux-mêmes alors qu'ils en apprennent sur leur histoire, c'est évident. J'ai déjà eu des témoignages de jeunes gens qui sont dans la famille et sans avoir la moindre intention d'en partir, qui me disaient qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas l'origine de la famille, ça les intéresse finalement assez peu. Ce qui emporte tout, c'est la foi. Ils ont, le jeune homme qui m'a écrit a une foi totale. Il n'y a aucun moment, à aucun moment, il ne la met à distance. Pour lui, il fait d'ailleurs l'amalgame entre la famille et la religion. Il a dit « la famille fait partie de ma religion ». Il l'a écrit comme ça. C'est assez étonnant. Et pour autant, il n'est pas du tout aveugle sur la façon dont le monde perçoit la famille. Il sait qu'ils sont consanguins, il sait que c'est un problème, même pour lui c'est un problème. Il sait aussi que si son meilleur ami qui n'est pas croyant s'en va, il ne le verra plus jamais. Ça lui fait de la peine et c'est admis. Puisque donc, lorsqu'on quitte la famille, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit, non. Quand on quitte la famille, on quitte la famille. On quitte la famille avec un F majuscule, on quitte la famille avec un F minuscule. On part. Moi, j'imaginais, avec mon esprit un peu fleur bleue, qu'avec la modernité, les liens se maintenaient, par les réseaux sociaux notamment. Lui me dit que non. Tout est coupé. Que c'est fini. Y compris donc avec ses frères et sœurs, ses enfants, y compris avec ses... Alors, je pense qu'avec les frères et sœurs et les enfants, le lien est maintenu pour la politesse et pour un minima. Mais avec les amis, non, c'est fini. On part, vraiment. C'est un exil qui commence, oui. Ce qui fait que le fonctionnement, que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde possible offert à ceux qui quittent la famille. Non, c'est tout ou rien. C'est a priori tout, mais sans haine. C'est juste un fait. Tu sors de la famille, tu entres dans le monde. Comme le monde est infréquentable, tu deviens infréquentable. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez reçu des témoignages. Je commence à en recevoir. Après, oui. donc une fois, de gens qui ont ou bien eu connaissance du livre, ou bien l'ont lu, qui sont dans la famille ou qui en sont sortis. Les jeunes gens qui m'ont écrit, qui sont dans la famille, n'ont pas lu le livre. Ils ont lu quelques articles qui sont parus dans la presse suite à l'apparition du livre, mais ils n'ont pas lu le livre et je pense qu'ils ne le liront pas. Parce que le regard du monde, ils le pressentent. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus et leur histoire, finalement, ils en connaissent ce qu'ils veulent en connaître. Donc, par contre, je pense que les jeunes gens qui m'ont écrit étaient des jeunes gens très convaincus. Je pense que les gens qui sont à une période où ils se posent des questions, et forcément il y en a, parce que quand on ne croit plus, on est quand même obligé de se demander qu'est-ce que je fais à reproduire un modèle qui ne m'intéresse pas, auquel je ne crois pas. Je pense que là, il y a peut-être une lecture possible. Et le fait de comprendre d'où on vient, le fait que j'ai essayé de leur rendre un peu leur histoire, ça peut donner des arguments de choix, en fait. C'était un peu mon espoir sous-jacent. Donc il y a tout de même l'espoir que ce livre puisse être une forme d'outil pour avancer vers une libération pour ceux qui sont dans ce questionnement, en tout cas. Si toutefois on soit légitimement en droit d'espérer quoi que ce soit pour eux, parce que c'est pas notre histoire, en fait. Oui, bien sûr. Oui, forcément, j'aimerais que Colombe, si elle a envie, vive sa vie. Ce serait la vie qu'elle se serait choisie, forcément. Pourquoi mes enfants auraient le droit de vivre leur vie et pas elle a forcément des rêves. Et en plus, elle les montre. Enfin, plusieurs des Colombes que j'ai suivies montrent leurs rêves. C'est évident qu'elles en ont. Et ça me paraît très triste que des règles de vie de 200 ans les obligent à y renoncer. D'autant plus qu'elles sachent qu'il existe, c'est possible ailleurs. Et que l'ailleurs, c'est juste à côté d'elles. C'est pas comme si c'était un ailleurs très loin. C'est juste quitter la famille. Vous avez dit tout à l'heure que vous refusiez d'employer le mot secte, mais que certains l'employaient très directement. Antoine l'emploie très directement, d'autres aussi.
dans le livre, vous dites aussi qu'il y a eu des faits de violence, donc il y a quelque chose aussi évidemment qui est étonnant et dont on sent la complexité, qui est que il y a un organisme en France qui s'appelle la Mivilude. La Mivilude, la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires. Mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui est un peu inattaquable ou impalpable. C'est inattaquable parce que, en fait, déjà, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de définition juridique de la notion de secte. On parle de dérive sectaire. Et la dérive sectaire est définie par tout un faisceau de caractéristiques, parmi lesquelles figure notamment la présence d'un chef, la suggestion financière des membres à une entité dirigeante, la notion de danger pour la société. Et tout ça, c'est totalement, c'est pas du tout applicable à la famille. Par contre, la Mivilude évoque aussi la suggestion des enfants, la mainmise sur les esprits, le fait de se tenir à l'écart, le retrait de la société, et là oui. Donc on est quelque part dans un monde entre les deux, mais rien n'a été prévu pour la famille, parce que la famille, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs. C'est un phénomène dont je n'ai pas trouvé un équivalent nulle part au monde. C'est une espèce d'ovni en plein milieu de Paris. Ce qui est vraiment très saisissant, c'est la position que vous adoptez, cette position de non-jugement et d'observation à l'échelle de ceux qui peuvent, de ce que peuvent vivre ceux qui font partie de la famille, et qui passe parfois aussi par la fiction. Oui. Est-ce que vous pourriez dire un mot de ces moments où vous utilisez aussi la fiction pour notamment décrire, imaginer ce qu'a pu être un membre de la famille qui décrit un lieu collectif, oui. Qui détruit un lieu collectif de vie de la famille, et pourquoi en passer par la fiction pour tenter de raconter cette histoire? Parce que la fiction, c'est le moyen d'approcher ce qu'on ne peut jamais savoir. En fait, l'événement auquel vous faites allusion, c'est la destruction, il y a une dizaine d'années, du lieu qui était la maison de mon oncle Auguste, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le lieu de rassemblement de toute la famille. Et quelque part, en 2013, ça a brûlé. En fait, ça a intégralement brûlé. Et il y a des photos qui ont été prises, qui sont les photos la photo qu'on voit là au milieu. Ça a été prise après, non pas après l'incendie, mais après une destruction qui était juste visiblement avant l'incendie. Et je me suis imaginé que j'ai cherché à savoir que voulait raconter ce moment-là. La première pensée que j'ai eue, c'était quelqu'un qui en voulait terriblement à la famille et qui s'est donc attaqué à son symbole. Et c'est ce que j'ai décrit. En fait, on m'a détrompé ensuite en me disant non, ça ne doit pas être ça. C'est plutôt quelqu'un qui, au contraire, trouvait que le lieu en question avait été dévoyé par des pratiques impures et qui voulait lui rendre sa pureté et empêcher les gens de fréquenter. Mais la fiction était pour moi un autre moyen d'approcher les choses que le réel. Parce que finalement, j'ai beau marcher, j'ai tout un tas de choses que je ne saurais jamais. Et pour autant, ça m'intéresse quand même, ça dit des choses aussi. Donc plutôt que de m'intéresser au réel, je me suis intéressée au plausible. Et donc, j'ai tout ce que je ne pouvais pas dire par des faits, j'ai choisi de les dire par des images et par de courts récits. Donc c'est souvent des moments sensibles dans la vie des gens. De toute manière, on ne met pas en image. Donc, Alors on avance en lisant le livre justement à travers vos yeux, à travers les doutes, les questions, les hypothèses fictionnelles que vous faites, et on ne peut pas à la fin du livre ne pas se poser la question de ce que ça fait de mener cette enquête pendant un certain nombre de mois, je ne sais pas exactement combien 18 d'ailleurs, à peu près. 18 mois, donc j'imagine que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, en tout cas on voit que ça prend de la place, enfin, vous dites que ça prend de la place dans votre vie. Ma question c'est à la fois... quel regard vous portez sur cette enquête et sur ce travail d'écriture? Et l'autre question, c'est comment comptez-vous poursuivre ce travail d'écriture? Pas cette enquête, parce que j'imagine qu'elle a été faite maintenant. L'enquête est, à mes yeux, close. J'avoue, je reçois
encore volontiers les témoignages. Je pense que je pourrais difficilement m'en extraire totalement de cette histoire, parce qu'elle est assez folle, en fait. Et puis ça fait 20 ans que je la fréquente sans le savoir. Maintenant que je sais qu'elle est là, je ne peux pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Et puis parce que c'est une matière humaine, donc c'est forcément extrêmement touchant. Et puis je pense que j'ai fini par trouver cette histoire assez belle, même si elle est terrible. Je trouve ça beau qu'on s'accroche à des idéaux, même s'ils sont mortifères. En fait, il y a une sorte de poésie un peu folle là-dedans qui m'a un peu saisie, et dont je dois bien avouer que j'ai du mal à sortir facilement. Alors je vais le faire, hein, parce que j'ai un métier par ailleurs. Mais j'avoue que quand je vois passer notamment des gens pour les visites mortuaires, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Je me dis, tiens, encore un. Et j'ai une sorte de connivence qui est complètement stupide parce qu'ils ne me connaissent pas. Et quand je les regarde, j'ai toujours une petite pensée pour eux. Donc je pense que je vais avoir du mal à m'en extraire, oui, si c'était la question. Et quant à un éventuel autre projet littéraire, c'est possible. Mais pas du tout sur ce sujet-là. Très bien, on attend alors de découvrir où votre curiosité vous mènera. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. À bientôt alors. Merci. Merci.